Salut mes chers et tendres amis de la Bordeaux. Vous vous rappelez, je vous avais dit lors d'une interview il y a quelques années que quitter la Bourdonnaise, pour moi, ça avait été comme partir du pays. En effet, après 11 ans, je suis de retour, un peu plus vieille, un peu changée, mais je ne viens pas les mains vides. Voilà que pour une première fois, je viens avec un film, un reportage vrai. Tous les personnages et l'histoire est vraie. Ça s'est passé dans les années 30. La Catalogne, les Catalans, la plupart, ils ont dû fuir. Je ne vais pas vous raconter le film. Par contre, je vous dis sincèrement que le migrant, la migrante, l'immigration est là. Tous les sujets sont représentés dans ce film, dans ce reportage. Et par la même occasion, je profite de vous dire que je vous remercie beaucoup de m'avoir tellement bien et joliment accueilli ici à ma très chère Bourdonnette. Je me sens bien, je me refais une petite santé et par la suite, comme une suite de ce film, que j'espère que vous allez vraiment comprendre et apprécier, j'en suis sûre. Par la suite, je viendrai avec des interviews réelles, costauds ici, des migrants, des immigrés de Lausanne, pour ça, pour mettre en valeur vos parcours. Voilà, bon film, merci. « 4 août 1939, port de Trompe-Loup dans les environs de Bordeaux. Un cargo largue les amarres pour une traversée à destination du Chili. À son bord, près de 2000 passagers, hommes, femmes et enfants, des réfugiés républicains espagnols. Ce cargo s'appelle le Winnipeg. Au bout de la jetée, un homme les salue avec son chapeau. C'est Pablo Neruda, alors jeune poète chilien encore méconnu. C'est lui qui a organisé ce voyage. Le soir, il écrit dans son journal intime. Depuis le début, j'ai aimé ce mot, Winnipeg. Les mots, avec leurs aspérités, restent collés au papier, à la table, à la terre. Le mot Winnipeg est léger. C'est un vieux cargo avec la dignité des navires qui ont connu le large et les traversées des 7 océans. Il n'avait jamais transporté plus de 30 ou 40 hommes d'équipage. Le reste n'était que des cargaisons de cacao, café ou minerais. Maintenant, il allait transporter une cargaison beaucoup plus importante, l'espoir. La ville de Barcelone tombe aux mains des soldats commandés par le général Franco. Cet événement sonne le glas de 3 années de guerre. Une guerre civile marquée par des atrocités et des combats qui ont fait près d'1 million de morts. Dans un premier temps, la France ne veut pas intervenir et ferme la frontière.
Puis dans les jours qui suivent, 500 000 personnes, soldats républicains et civils, passent la frontière dans des conditions terribles. Au milieu de la foule, une jeune fille de 18 ans, Ignacia Colomé. À la frontière, nous sommes restés plusieurs jours. Là, j'ai vu des choses horribles que je n'oublierai jamais. C'était épouvantable. On voyait des gens chargés de malles, de matelas et de valises, des femmes, des enfants qui pleuraient, des hommes qui cherchaient leurs femmes, des femmes qui cherchaient leurs maris. Tout le monde criait. Comme on ne les laissait pas passer la frontière parce que tout était contrôlé, les réfugiés attendaient au bord de la route. Il y avait aussi des avions qui passaient. Ils survolaient en observant. Parfois, ils mitraillaient. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Des avions ont mitraillé des gens. Des personnes qui voulaient partir, croyant trouver en France un pays qui allait les accueillir. Nous avons passé toute la nuit sur la route. Mais la frontière, nous l'avons traversée de jour, serrée, comme ça. Je me souviens que pendant la nuit, j'avais senti quelque chose de chaud à côté de moi. Je me suis rapprochée et en fait, c'était un cheval. Il y avait peut-être des cavaliers, je ne sais pas très bien. Je me suis collée contre le cheval tellement c'était chaud. Heureusement, car il faisait très froid, il neigeait. Depuis Figueras, nous avons marché 28 km, je crois. Et les gens avec leurs matelas, il s'est mis à pleuvoir et les matelas se sont mouillés. Les gens ne pouvaient plus marcher avec les matelas mouillés, et puis des valises ouvertes, des vêtements. Les gens avaient emporté avec eux beaucoup de choses qu'ils ont dû jeter. La guerre civile espagnole fut une expérience obscène, tout ce qu'il peut y avoir de plus bas dans la condition humaine. Mais on ne peut pas dire que cela soit propre aux Espagnols. Je crois que cela a été et continue d'être quelque chose de lié à la condition humaine. C'est la face cachée de la condition humaine. Les racines et les causes de tout cela, je n'arrive toujours pas à les comprendre. Au début de 1939, Pablo Neruda est au Chili. Il commence l'écriture de son recueil de poèmes, Le Chant général. Yo recorrí los afamados mares, el estambre nupcial de cada isla. Soy el más marinero del papel y anduve, anduve, anduve hasta la última espuma. Février 1939. La côte sauvage de l'île Noire, avec son tumultueux mouvement océanique, me permet de me livrer avec passion à la réalisation de mon nouveau livre. La poésie peut-elle servir nos semblables? Peut-elle accompagner les luttes des hommes? Mais la vie va vite me déloger de cette douce retraite. Des nouvelles effroyables de l'immigration espagnole me parviennent ici. Pablo Neruda connaît bien l'Espagne. Il a été successivement consul chilien à Barcelone en 1934, puis à Madrid en 1936. Il est resté profondément traumatisé par l'exécution de son ami poète Federico García Lorca par les soldats du général Franco. À la frontière française, au début février 1939, les gardes laissent passer les réfugiés. Les hommes, soldats et civils sont séparés de leurs familles. Les femmes et les enfants sont embarqués dans des trains et répartis dans toute la France, dans des centres d'hébergement. Après plusieurs jours, ils nous ont emmenés au train et nous sommes partis. C'était un train épouvantable, interminable, rempli de réfugiés. Et je me souviens que pendant les arrêts à certaines gares, des bonnes sœurs venaient sur le quai pour nous donner du pain. Et ce pain me paraissait délicieux. Puis nous avons roulé des heures et des heures. C'était terrible, vraiment terrible, jusqu'à ce que nous arrivions dans une ville. Nous nous sommes arrêtés, nous sommes descendus, et de là, je ne me souviens pas du lieu. Ils nous ont emmenés dans un camp de réfugiés où je suis resté. Les hommes, soldats et civils, sont internés dans des camps de fortune, clôturés et surveillés par l'armée française. Argelès, Saint-Cyprien, puis Baccarès, Rivesaltes, Agde. De véritables camps de concentration surveillés par des gardes sénégalais.
les conditions sanitaires et la distribution des aliments sont des plus précaires. Pendant les premiers jours, beaucoup de réfugiés meurent. Devant ce traitement indigne, des citoyens français et des organisations humanitaires manifestent et décident de leur venir en aide. En arrivant en France, la déception fut très grande. Bien sûr, nous ne pensions pas être accueillis comme des héros, comme les défenseurs de la démocratie, des démocraties européennes représentées par la France et l'Angleterre. Mais de là à être traités comme on a été traités, bien sûr que non. Ils nous ont mis dans des camps de concentration. Il faut se rappeler que le gouvernement de l'époque en France était un gouvernement de gauche, le Front populaire. Et tout cela était incompréhensible. Pour nous, c'était quelque chose de totalement incompréhensible. Cet afflux subi de plusieurs centaines de milliers de réfugiés provoque en France une crise politique. Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, déclare en mars 1939 « Les ouvriers, les cultivateurs, les artisans, tous les travailleurs de l'Exode pourront trouver une situation dans nos colonies d'Afrique du Nord ou de Guyane, où l'on a besoin de main-d'œuvre. » La droite, majoritaire à l'Assemblée nationale, qualifie les républicains espagnols de virus et d'envahisseurs. Elle exige le rapatriement ou l'expulsion immédiate des réfugiés. C'était vraiment humiliant. Jamais nous n'aurions pu imaginer cela d'un pays si proche. Et comme je vous le dis, je ne peux pas dire qu'ils m'ont maltraité. Ils m'ont juste dit « Allez, allez », des choses comme cela. Ça suffit, dehors. Mais je sais que pour d'autres, cela a été très dur. Surtout pour ceux qui se sont retrouvés dans les camps de concentration sur les plages. Moi, j'ai eu de la chance. Mais j'ai vu des choses horribles. Je les ai vues de mes yeux. Jamais nous n'aurions pu imaginer que les Français nous traitent de cette façon. Jamais. Au Chili, Pedro Aguirre Cerda vient d'être élu président de la République. La première expérience en Amérique latine de gouvernement démocratique. Apportez-moi des milliers d'Espagnols, des charpentiers, des pêcheurs, des paysans, basques, andalous. Nous avons du travail pour tous. Le nouveau président nomme Pablo Neruda, consul spécial chargé de l'immigration espagnole au Chili, et l'envoie en France pour organiser cette opération. Il s'installe à l'ambassade du Chili à Paris et il continue son journal. Ce gouvernement de Front populaire chilien a décidé de m'envoyer en France accomplir la mission la plus noble que je n'ai jamais exercée dans ma vie. Arracher les Espagnols à leur prison et leur offrir l'hospitalité de ma patrie. Ma poésie pourrait ainsi se répandre. Notre ambassade à Paris n'a pas changé. La possibilité d'envoyer des Espagnols au Chili rend furieux nos diplomates gominés. On m'installe dans un bureau voisin de la cuisine et l'hostilité prend une telle acuité que l'on me refuse jusqu'au papier à lettres. Pablo Neruda se met aussitôt au travail en collaboration avec le gouvernement espagnol en exil et le CERE, Service d'émigration républicaine espagnole. Ils font le recensement dans les camps et un peu partout en France de ceux qui souhaitent partir. Parmi ces réfugiés, un soldat de l'armée républicaine qui s'est battu jusqu'au bout, Modesto Parera. Nous n'avions plus aucune raison de vivre. Pour celui qui réfléchissait trop, le suicide semblait la seule solution. Pourquoi continuer à exister puisque nous avions tout perdu? La seule liberté que nous avions aurait été de... Alors, pareil à des automates, mécaniquement, nous nous sommes mis à espérer, à garder confiance, tout en lisant la dépêche, et bien souvent en maudissant Daladier et les Français. Puis, un jour, nous lisons un article qui raconte qu'un certain Chilien, un poète, prépare une expédition vers le Chili. Nous avions entendu parler d'expédition. Moi-même, je savais que 3 voyages pour le Mexique avaient été organisés. Mais ceux qui partaient là-bas étaient soit plus âgés que nous, soit des professeurs universitaires ou bien des hommes politiques. Il n'y avait aucune chance pour un citoyen ordinaire de partir au Mexique. Mais au Chili, oui. Des milliers de lettres de candidature arrivent sur le bureau de Pablo Neruda. D'autres, informés par le bouche à oreille, affluent à Paris. Mai 1939.
Déjà, des anciens combattants, juristes et écrivains, ouvriers de toutes les spécialités, atteignent les portes de l'ambassade. Comme il se ferait un passage contre vents et marées jusqu'à mon bureau et que celui-ci est situé au 4e étage, on eut l'idée diabolique de suspendre le fonctionnement de l'ascenseur. Beaucoup d'Espagnols sont blessés. Cela me déchire le cœur de les voir monter péniblement tous ces étages, tandis que les fonctionnaires féroces de l'ambassade s'amusent de mes difficultés. Organiser, examiner, sélectionner les migrations est une tâche dure et solitaire. Nous avons écrit une lettre à Neruda, et c'est Dario Carmona qui nous a répondu. Neruda avait signé la lettre. Elle disait « Si l'expédition au Chili se réalise, vous en faites partie. » Il faut maintenant trouver un bateau capable de transporter 2000 personnes à travers l'Atlantique. Après plusieurs tentatives du côté de la Compagnie Générale Transatlantique, qui possède des paquebots, Neruda et le CRE font appel à la compagnie France Navigation. Créée par les communistes français au début de 1937, cette compagnie maritime servait à acheminer jusqu'au port espagnol les armes soviétiques pour les combattants républicains. En 1939, elle possède plus de 23 cargos, avec des équipages idéologiquement sûrs, pour la plupart membres du Parti communiste français. Le choix se porte sur le Winnipeg, un cargo conventionnel, le seul pouvant transporter autant de passagers. L'équipage prépare le navire pour ce voyage exceptionnel. Cap sur le Chili. La première chose que nous avons demandée a été une carte, vous comprenez, pour voir exactement où se trouvait le Chili. Nous n'avions qu'une petite idée, mais sans plus de précision. Était-ce plus haut ou plus bas? Voilà ce que nous avons fait en premier. On se posait beaucoup de questions, mais le plus important, c'était cette urgence de partir, 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 tu comprends? Quelqu'un a écrit que c'était le bateau de l'espoir. C'est vrai. Tiens, c'est très curieux, mais je dirais que ça ressemble un peu aux paroles d'un tango. Tu as un grand besoin d'être aimé. Et puis nous savions au sujet de Neruda. Nous sentions que là-bas, il se passait réellement un acte d'amour. Je le sentais très fort. Et chacun se sentait immédiatement concerné. Juin 1939. Un matin, les fonctionnaires de l'ambassade me tendent un télégramme. Il est signé du président de la République chilienne, Aguirre Cerda lui-même. Je lis avec stupeur que Don Pedro a appris avec surprise que je prépare la venue d'émigrés espagnols et il me demande de démentir cette nouvelle. Cet étrange télégramme présidentiel fait de moi tout à coup un imposteur et un charlatan. Il y a 3 solutions possibles. La première est d'annoncer que l'on a interrompu l'émigration des Espagnols. La deuxième est de me tirer une balle dans la tempe. La troisième est de remplir quand même le bateau et de m'embarquer avec eux vers Valparaiso. Au Chili, la virulence des partis de droite contre ce projet d'accueil des Espagnols fait chanceler les convictions du président de la République. Mais le ministre des Affaires étrangères chilien, Abraham Ortega, ne veut pas que ce voyage soit annulé et soutenu par Pablo Neruda, il présente sa démission. Elle est refusée par le président Aguirre Cerda qui décide de poursuivre l'opération. Au début du mois d'août 1939, les réfugiés affluent d'un peu partout en France. Ils arrivent dans le port de Trompe-Loup, près de Pauillac, sur la Gironde, là où quelques mois auparavant s'entassaient sur le quai des caisses d'armes destinées aux combattants républicains espagnols. Il y avait une grande agitation, des personnes qui se retrouvaient, comme par exemple ce couple, dont l'un avait été dans un camp différent de l'autre, et qui se retrouvaient là parce que le CRE les avait réunis. Ils avaient réussi à réunir les familles. Alors les étreintes, les pleurs, les enfants, ce fut effrayant. Entonces llegamos al embarcadero, yo estaba
Alors nous sommes arrivés à l'embarcadère. J'étais là où les trains arrivaient avec les réfugiés enfermés, sans eau ni rien. J'ai entendu quelqu'un crier. Carmen, Carmen, dans le dernier wagon se trouve Lobo. Donc je me suis dit, il arrive. Bon, je lui ai demandé que faisons-nous. Il m'a répondu, tu sais, je n'ai aucun papier sur moi. Tout le monde était déjà monté sur le bateau. Et nous étions sur le quai. Comment allions-nous monter sur le bateau si nous n'avions pas de papier? À ce moment-là, Neruda est arrivé et il a demandé « Comment t'appelles-tu » Benito Pascualo. Et que fais-tu ici? Monte immédiatement sur le bateau. Mais nous n'avons pas de papier, ce n'est pas grave. Montez et ensuite je vous donne les papiers. Et c'est ainsi que nous avons embarqué. Les gens défilaient. Neruda était dans une espèce de guérite, je me souviens, en train de regarder les passeports. Quand ce fut mon tour, il m'a regardé, m'a demandé « Tu voyages seul ?» Je lui ai répondu « Oui. Et pourquoi? Je ne peux pas retourner en Espagne. » Et il m'a demandé « Mais tu voyages seul ?» Bon, ma petite, m'a-t-il dit, me tapant sur l'épaule comme ça. « Pars tranquille au Chili, on va bien te recevoir. » Et puis la tristesse de ceux qui restaient. Quand le bateau est parti et que j'ai vu tant de personnes rester sur le quai, nous regardant partir sans avoir pu embarquer, je me suis vraiment senti très mal. Je me disais que je n'aurais peut-être pas dû embarquer et qu'une autre personne à ma place, comme cet homme qui restait là avec sa famille, aurait dû partir. Je le dis très sincèrement. Qu'est-ce que je pouvais bien apporter au Chili, moi? Il fallait bien que j'embarque, il le fallait, parce que sinon on m'aurait fusillé, ou du moins emprisonné. Mais vraiment, à cet instant, j'ai pensé, que vais-je bien apporter au Chili, moi? Il y avait un sentiment de culpabilité vis-à-vis des gens que nous laissions derrière, qui avaient lutté, qui étaient venus là et qui étaient en trop. Il s'agissait d'un sentiment compliqué. Et je crois que, encore aujourd'hui, ce sentiment fait partie de moi. 2 août 1939. Avec l'arrivée de chaque train se précipite la foule de ceux qui attendent. Dans une ambiance de galopade, de larmes et de cris, ils reconnaissent les êtres chers dont les têtes se penchent par grappes aux portières. Tout le monde est entré dans le bateau. C'étaient des pêcheurs, des paysans, des intellectuels. Un échantillon vivant de la force, de l'héroïsme et du travail. Ma poésie, dans sa lutte, avait réussi à leur trouver une patrie. Je me sentis très fier. Le 4 août 1939 au soir, le Winnipeg largue les amarres avec 2200 républicains espagnols à bord, un équipage renforcé et des canots de sauvetage supplémentaires. Pour ces réfugiés, ce cargo symbolise le dernier espoir. Après avoir échappé à la guerre, au camp d'internement et à 4 années de rationnement, de misère et de souffrance. Je me souviens parfaitement qu'au moment où le Winnipeg est parti, il s'est passé quelque chose de très émouvant pour beaucoup d'entre nous. Le groupe des Catalans qui s'était regroupé à un endroit du bateau
a commencé à entonner l'hymne de l'émigrant. Véritablement, ce sont des émotions très importantes dans la vie d'un homme. Très vite, la vie s'organise à bord. Les hommes s'installent dans la cale avant, les femmes et les enfants dans la cale arrière. D'autres, plus malins, s'accommodent des canots de sauvetage. Il y a du monde partout, dans les escaliers, les coursives, sur les ponts. Pour les besoins de cette traversée particulière, chaque recoin du navire a été utilisé. Des réfectoires ont été installés, des sanitaires ajoutés et 2 infirmeries aménagées. Lorsque j'ai vu le Winnipeg pour la première fois, la première chose que j'ai eu envie de faire fut de le dessiner. J'étais très impressionné lorsque j'ai embarqué, et le lendemain matin, j'ai commencé à dessiner. Ma mère m'avait acheté des blocs de papier et des crayons noirs à Montpellier. Et j'ai dessiné non seulement les recoins du bateau, la proue et la poupe, mais aussi les gens qui étaient à bord. Le bateau dans lequel j'étais, le Winnipeg, avait 2000 places. Mais il fallait faire 2000 lits. Et un petit hôpital pour les hommes, un hôpital pour les femmes. Et les enfants. Que je dirigeais celui-là, mon mari, un autre médecin, dirigeait l'hôpital des hommes. 2000 hommes, ça représentait beaucoup de blessés. Las condiciones eran duras, era un barco adaptado, ¿no es cierto?, a un barco de carga. Les conditions à bord étaient très difficiles, car ce cargo était un bateau qui avait servi à transporter de la morue et du saumon. Et en fond de cale, toutes sortes de produits issus de la pêche avaient été stockés. Alors il en émanait de fortes odeurs désagréables. Je l'ai souvent répété, mais c'est vrai. Je sens encore aujourd'hui toutes ces émanations, qui n'étaient rien d'autre qu'un mélange de morue avariée et de vomi. Du moins les avais-je perçus ainsi. Le ciel est bleu, la mer est belle, mais les premières nuits de traversée sont bercées par les mauvais souvenirs. Une passagère écrit à un proche resté en France « La fièvre m'étouffe » et mes tempes sont frappées par le marteau de l'insomnie. Lorsque le soleil se déchire en de fins rayons, je parviens à m'endormir, enfin. Alors je me mets à rêver de crimes, de persécutions et de famine. Dans ces moments-là, je me vois marchant les pieds nus. Les capes noires de la garde civile me recouvrent tout entière. Et je me mets à courir, courir, courir. À bord de ce bateau, des personnes très différentes s'entassaient les unes sur les autres. Chacun s'appropriait une petite place sur le pont pour ne plus bouger durant un mois, parce que les cales du navire étaient remplies de couchettes jusqu'au fond. Alors on était un peu comme dans le ventre d'une baleine, avec le bruit de la houle qui cognait contre la coque et une chaleur suffocante. Sur le bateau, je me suis sentie très seule. Bien sûr, j'ai fait connaissance avec les personnes qui dormaient dans la même cabine, ceux qui couchaient du haut et du bas, ou bien à l'heure des repas, nous parlions. Mais chacun essayait de résoudre ses affaires. Chacun avait ses problèmes. Mais moi, non, je ne me suis pas fait d'amis. La vie sur le bateau était vraiment absurde. Nous ne vivions pas au rythme espagnol. Le déjeuner était à 10 h du matin, le petit déjeuner à 7 h, il y avait plusieurs services, et le dîner était à 4 h 30 de l'après-midi. Si bien que je n'avais jamais faim, je n'ai pratiquement rien mangé. Les jours s'écoulent.
Autour des nombreux services à la cantine, les files d'attente aux douches et aux toilettes. Les femmes se retrouvent au lavoir aménagé sur la plage arrière, puis le linge séchant sur le pont donne au navire une sorte de grand pavois. À cause de la chaleur, les passagers sont dehors, divisés selon les régions, les Catalans et les Basques étant les plus actifs. Avec la publication du journal quotidien, les cales, les coursives et les ponts sont des lieux de débat politique animés entre communistes, anarchistes et socialistes. Jeannot Rivoile est le plus jeune membre de l'équipage. Ah ben moi j'étais timonier, c'est-à-dire je faisais la veille et je faisais la barre, ce qu'on appelle la direction du navire. Et il y avait des frictions, entre les anarchistes. Les anarchistes ne voulaient pas admettre la discipline, ils ne voulaient pas admettre les ordres, ils ne voulaient pas que du personnel fasse l'alphabétisation des personnes, des Espagnols, ils savaient ni lire ni écrire. Ils étaient contre tout, contre les repas, contre l'organisation, tout, ils étaient contre tout. Ces débats entre les bourgeois républicains et les socialistes eurent lieu tout de suite à bord du Winnipeg, et ils étaient très concrets et précis. Il y a des gens qui ont dit que ces discussions déclenchaient une violence à bord du bateau. Mais ce n'est pas vrai du tout. Deux périodiques muraux étaient publiés sur lesquels étaient inscrites des déclarations qui donnaient les positions de chacun. Mais dans les faits, il n'y a jamais eu de violence comme des gens l'ont prétendu. Certains disaient que les communistes avaient jeté à la mer des anarchistes ou le contraire. Cela n'est jamais arrivé, bien sûr. Extrait du livre de bord du commandant. Aujourd'hui, 6 août 1939. Par 42 degrés 53 minutes de longitude nord et 12 degrés de latitude ouest, est née la petite Agnès America Winnipeg. Il y a eu ces deux naissances à bord qui m'ont comblé, si vous voulez. Dans des conditions plus que précaires. J'avais une petite pièce qui était grande comme les deux fauteuils, là, où j'avais 3 seringues, quelques instruments médicaux pour soigner les femmes et les enfants. Mais de mettre au monde 2 enfants dans ces conditions, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et 2 très beaux enfants. Et malheureusement, nous avons eu la mort spontanée du nourrisson. Et on a dû l'immerger, celui-là. Alors ça a été à côté des 2 souvenirs de la naissance, le souvenir de cette immersion d'un petit enfant mort a été, pour moi, très troublante. Je peux dire que le matin, parce qu'on avait mis des embarcations supplémentaires pour le sauvetage, si on venait avoir un naufrage ou quelque chose, il y avait des embarcations supplémentaires qui avaient été mises sur les ponts. Et là-dessous ces ponts, il y avait donc les amoureux qui s'y mettaient là, qui allaient là, et qui le lendemain matin ne se réveillaient pas. Et nous, en lavant le pont, on les mouillait. On les mouillait, puis on les voyait qui partaient tout mouillés. Mais il faisait bon, alors ça risque pas grand-chose. Il faisait beau temps, on avait chaud. Après 12 jours de traversée, le Winnipeg arrive en vue des côtes de la Guadeloupe. Heureusement, car les vivres sont presque épuisés. Les autorités françaises refusent tout d'abord que le cargo fasse escale.
Puis le navire accoste quelques heures dans le port de Pointe-à-Pitre sous une chaleur étouffante. Les passagers n'ont pas le droit de descendre à terre. Quelques hommes d'équipage partent faire le ravitaillement. Ils ramènent du courrier et des journaux. Les nouvelles sont mauvaises. Les conquêtes d'Hitler s'intensifient. Après la Tchécoslovaquie, c'est au tour du couloir de Danzig. Le danger de guerre se précise. Le Winnipeg arrivera-t-il à bon port? Une fois reparti, le rituel méridional reprend le dessus. Tous les jours, vers 18h, c'est le cérémonial de la promenade. Les couples arpentent les ponts bâbord et tribord, d'ailleurs rebaptisés du nom de deux artères de Madrid, l'Alcalá et la Gran Via. Certains soirs, bercés par les chaleurs des nuits chaudes sous les tropiques, les passagers se mettent à danser autour d'un orchestre improvisé. Au milieu de la mer des Sargasses, le sort semble hésiter. Une hélice tombe en panne. Le cargo reste immobilisé pendant de longues heures avant de repartir à vitesse réduite. Enfin, le phare du canal apparaît un soir. Nous avons eu une épidémie de typhoïde à bord du bateau. Et pour ma part, j'avais une vingtaine de typhiques dans la section femmes et enfants. Et c'est une maladie très contagieuse. Et nous n'avions rien pour écarter les uns des autres. Enfin, j'avais quand même réussi à diviser en deux la partie des typhiques. Mon mari et son collègue aussi, pour les hommes, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient été atteints du typhus. Alors ça posait des questions très graves, non seulement de les soigner, mais est-ce qu'on allait accepter des typhiques à Valparaiso quand on allait débarquer? Le Winnipeg reste bloqué 5 jours devant l'entrée du canal de Panama. À nouveau, les réserves de vivres atteignent la cote d'alerte. La chaleur est de plus en plus insupportable. Les cales, chauffées à blanc par un soleil de plomb, deviennent inhabitables. Serait-ce la fin du voyage? Les rumeurs les plus folles circulent dans les coursives. Faillite de la compagnie maritime, ne pouvant plus payer les droits de passage. Réquisition du navire devant l'imminence du conflit mondial. Et obligation de retourner en France. Mise en quarantaine. Quand ils ont déclaré qu'il y avait une maladie grave à bord, ils nous ont mis en quarantaine. Et c'est là que les Américains, ils ont vu qu'il n'y avait pas une maladie grave. Mais même s'il y avait une maladie grave, il aimait mieux nous le faire partir pour pas qu'il y ait une histoire avec la France au point de vue politique et eux, les Américains. Là-bas, ils nous ont retenus, considérés comme des indésirables. Les ouvriers du quai nous passaient les journaux qui annonçaient « Des assassins et des voleurs réfugiés espagnols arrivent ». Les autorités ne nous laissaient pas passer. Je ne sais plus quel était le problème, mais finalement nous sommes restés bloqués 3 jours. Les journaux locaux parlent du bateau rouge devenu cercueil. Toujours avec le drapeau jaune de la quarantaine, le Winnipeg emprunte le canal sous escorte militaire, avec interdiction de faire la moindre halte. Peu avant minuit, après avoir franchi les écluses de Miraflores, le Winnipeg pénètre enfin dans le Pacifique. Nous sommes le 23 août 1939. Devant le déploiement et les menaces des armées nazies, des négociations militaires se sont engagées depuis le début du mois d'août entre l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. À la surprise générale, la Russie communiste s'allie avec l'Allemagne nazie. Le long des côtes vénézuéliennes,
les passagers du Winnipeg apprennent avec désarroi la signature de ce pacte germano-soviétique. Le 23 août, nous avons reçu une mauvaise nouvelle. Un Telex nous informa que l'Union soviétique et l'Allemagne nazie avaient signé un traité de collaboration, le traité germano-soviétique. Alors s'effondra pour certains l'image de notre petit père à tous, Staline. Moi qui étais de la Troïka du Parti communiste, on me désigna pour informer les passagers du bateau qu'il s'agissait en fait d'une ruse pour gagner du temps. Alors j'ai refusé. Des membres du parti et Maurizio cherchaient les autres du comité central pour qu'ils expliquent cet événement. Mais ils étaient tous malades, tous à l'infirmerie invisible. On a vite oublié, mais ce fut une mauvaise journée avec beaucoup de tensions à bord, car beaucoup de personnes disaient « Mais pourquoi avons-nous combattu ?» Tout ça pour cet homme qui est devenu un assassin. Toutes mes convictions sont tombées à l'eau. Et quand on perd ses convictions, il faut des explications. Et on doit chercher quelque chose qui les remplace. Parce qu'un homme ne peut pas vivre sans idéaux, ne peut pas vivre sans croire en quelque chose. Ce fut sans doute la dernière guerre où il y eut autant d'idéalisme. Les gens se mobilisèrent pour défendre leurs opinions. C'était des conditions exceptionnelles. Aujourd'hui, il se passe tellement de choses épouvantables à travers le monde que je ne sais plus si l'on peut croire encore en quoi que ce soit. Mais nous autres, nous y avons cru tellement, cela est évident. Il faut espérer en quelque chose. Comment vivre sans croire en un idéal? Avec l'Allemagne impose une grande prudence. Le Winnipeg rase les côtes péruviennes. La nuit, les lumières sont interdites. Un matin, les passagers croient voir un sous-marin. C'est la panique. C'était seulement un dauphin. Il faisait chaud. Il faisait très chaud. Alors tout le monde se mettait sur le pont. Quand quelqu'un criait « des dauphins » ou une baleine, tout le monde se mettait du côté où était le dauphin ou la baleine. Ça fait qu'il y avait... Le bateau prenait une gîte extraordinaire qui nous foutait un peu peur. Vous voyez toute cette masse de personnes qui se mettent sur le même bord. Et c'était important, il fallait faire attention. Hein. Le voyage semble une nouvelle fois compromis. Le 24 août, le général chilien Ariusto Herrera menace de renverser le gouvernement de son pays. La question des réfugiés espagnols est au centre de cette tentative de coup d'État. Le jour même, on peut lire dans un journal « Ce gouvernement de rustres veut remplir le pays d'athées, de communistes, de violeurs de bonnes sœurs, qui vont soulever notre peuple avec leurs idées étrangères. » L'annonce de cette tentative de coup d'État arriva à bord du Winnipeg, car on pouvait capter les nouvelles sur le bateau grâce à un petit émetteur à ondes courtes que possédait le capitaine. Et rapidement, tout le monde fut informé. Évidemment, la nouvelle fut vite déformée. Le bruit courut que ce coup d'État avait été monté pour que les réfugiés espagnols ne débarquent pas au Chili. Qu'on allait certainement nous renvoyer en Espagne ou en France, ou bien encore la rumeur que le bateau allait continuer sa route jusqu'à Valparaiso, mais que là, des camps de concentration étaient prêts pour nous recevoir. Au petit matin du 30 août, le Winnipeg accoste à Arica, au nord du Chili. Lors de cette première escale, un groupe de pêcheurs débarque dans cette ville. Des médecins et un représentant du gouvernement chilien montent à bord et autorisent la poursuite du voyage.
Le soir, en repartant, les passagers et l'équipage apprennent qu'Hitler a envahi la Pologne. La mobilisation générale est déclarée en France. Quand nous sommes arrivés au Chili, nous pensions que nous allions enfin débarquer, mais non. Comme nous sommes arrivés de nuit, personne ne dormait. Tout le monde était sur le pont et regardait le port. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des collines au Chili. Elles étaient pleines de petites maisons, toutes éclairées. Et je croyais qu'il s'agissait des étoiles qui se mêlaient aux lumières du port. Je me disais alors, comme c'est étrange, quelle sensation forte. Qu'allons-nous devenir à présent? Que vais-je devenir? À l'aube du 3 septembre, le Winnipeg entre dans le port de Valparaiso. Puis nous sommes arrivés à Valparaiso. Les gens nous accueillirent de façon extraordinaire. Ils nous donnaient de tout, des fruits, de la nourriture, comme si nous étions des héros, alors que nous arrivions là en voulant être reconnaissants. Ce fut pour nous une journée très joyeuse. Des musiciens se mirent à jouer des marches, comme le veut la coutume. On entendit des vivas, il y eut des discours, on se sentait aimé et heureux. Une foule immense souhaite la bienvenue. Le président de la République est présent pour accueillir les réfugiés. À ses côtés, un jeune homme, Salvador Allende, alors ministre de la Santé. Le premier réfugié à débarquer est un pêcheur dénommé Juan Marquez. Il porte la chemise de combattant et le béret basque des soldats républicains. Une fois arrivé, il fallait repartir à zéro. On est dans un pays où l'on ne connaît personne et on a grand-peine à retrouver une vie normale. Essayer de s'enraciner en terre étrangère est très difficile. Mais avec le temps, cela devient possible. Dans mon cas, c'est un livre de l'Argentin Juan Bautista Alberdi qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, à Valparaiso, on a érigé un monument à cet écrivain. Quand j'ai lu « La terre reste terre en tout endroit, la patrie, c'est la liberté », j'ai compris que cela était vrai. Alors j'ai essayé de m'enraciner. Et comme j'étais libre sur cette terre, elle est devenue ma nouvelle terre. Dans les rues, les vendeurs distribuent les dernières éditions des journaux. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. Voici ce qui s'est passé. Je suis sorti dans la rue pour me rendre à une adresse pour un travail et j'ai demandé à quelqu'un mon chemin. Il m'a dit que je devais prendre un tramway. À cette époque, il existait encore des tramways à Santiago. Et bref, pour abréger, voici ce qui s'est passé. On m'avait donné quelques pièces de monnaie pour pouvoir payer le tramway et aller à cette offre d'embauche, obtenir un travail pour vivre. Je suis monté dans le tramway et j'ai demandé au contrôleur s'il pouvait me prévenir quand j'allais arriver à destination. Et quand il s'est aperçu de mon accent, il m'a demandé « Vous étiez sur le Winnipeg ?» Oui, je lui ai répondu. « Alors vous ne payez pas », m'a-t-il dit. Comme s'il s'agissait d'une affaire personnelle, et il m'a rendu l'argent. Ce fut le premier contact que j'ai eu avec le Chili le lendemain de mon arrivée, et j'ai ressenti une profonde émotion que je n'ai jamais oubliée. Non seulement je ne l'oublierai jamais, mais elle est ancrée en moi. Le Winnipeg est un souvenir ancien qui n'évoque pas grand-chose pour beaucoup, pour les jeunes et d'autres. Mais pour ceux qui étaient à bord, pour nous, ce souvenir est très important.
Malgré les conditions difficiles, malgré les services pour manger, les bannettes pour dormir, les couchettes supérieures qu'on ne pouvait pas atteindre faute d'échelle, malgré les lentilles servies tous les jours, malgré tout ça, ce souvenir reste merveilleux. Quelques mois plus tard, au Chili, dans sa maison de Isla Negra, Pablo Neruda écrira. 2000 réfugiés républicains chantant et pleurant se sont dirigés depuis l'Europe jusqu'à Valparaiso. Que la critique efface toute ma poésie si cela lui chante, mais ce poème, l'épopée du Winnipeg, personne ne pourra l'effacer. Yo no he sabido de su historia. Un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostros de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Pero este puerto amarra como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falte